Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse toutes les émissions de la WWE. On parle de Monday Night Raw, on parle de SmackDown, on parle des PLE et parfois on parle d'autres choses. Comme très récemment, on a été faire une petite excursion du côté de la TNA. La review est toujours en ligne de Hard to Kill. Le premier pay-per-view, ou même PLE, ils appellent ça des PLE aussi, des Premium Live Event aussi, de leur côté, de la toute nouvelle TNA. Pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure où cette fois-ci on va aller sur du côté de NXT, on va pas aller très loin, on va pas faire une grosse infidélité à la WWE. On va vous parler de Vengeance Day, le dernier PLE pour le coup de NXT. Pour m'accompagner, l'inusable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour Ringside. Bah ça va, et toi, on refait l'association des PLE de seconde zone, hein. C'est ça, voilà. On va sur le bord du chemin, off-Broadway. On s'aventure un peu dans les endroits glauques du monde du catch. Et comme je le disais, là, on va pas très loin, on va au Performance Center. On va du côté d'NXT. La jeune garde, la fédération de développement. Voilà, on va découvrir les futures stars, l'avenir de la WWE. Nous sommes tous deux grands suiveurs de NXT. Je voudrais juste revenir du coup, comme on a parlé la dernière fois de la TNA. Oui, vas-y. Petite question, est-ce que tu as rejeté un coup d'œil à la TNA ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. J'ai à peine regardé des vidéos YouTube, mais bon. Ouais. Non, je me suis pas lancé, hein. C'était trop dur. C'était trop dur, effectivement. Voilà, le constat est là. Nous ne sommes pas retournés jeter un coup d'œil sur la TNA. On le refera sûrement dans le futur. On vous reparlera peut-être d'un pay-per-view. Dans le futur, juste petite annonce. Scott D'Amore, le general manager de la TNA, le showrunner, a été limogé cette semaine. Voilà. Donc une petite pensée à Scott D'Amore qui a été limogé sans autre forme de procès. Hein, visiblement, les gens au-dessus de lui avaient envie de le dégager. Un mec qui a travaillé... Il a fait son temps. Voilà, il a fait son temps. Hein, il avait travaillé corps et âme. Il avait la TNA dans la peau. Et ben, il s'est fait virer comme une grosse merde. Personne ne l'a vu venir. Aucun dirt sheet. Ça vient de nulle part. C'est le monde bien dangereux du catch. Ça se passe comme ça. Voilà, tout peut se terminer. Des certitudes peuvent voler en éclats du jour au lendemain. Hein. Et effectivement, ouais. ce gars-là avait été finalement en plus au centre de ce pay-per-view Hard to Kill, là où on ne voyait que lui en train de signer des contrats, en train d'être avec ses mecs et tout. Bah voilà, hop, un mois plus tard, dehors. Tiens, voilà, une pensée à lui. Et j'aimerais dédier également cette émission à Robert Badinter, qui nous a quittés aujourd'hui. Voilà. Bah, je l'ai jamais vu catcher, moi, j'avoue. Hein. Je l'ai jamais vu catcher, ouais, non. Grosse carrière dans les indies. Puis dans la WWF, mais pré-ère moderne. Robert, si tu nous regardes. Robert, de là-haut, hein. De là-haut. Là, il était aussi hard to kill quelque part, un peu, hein, comme garçon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais le temps fait son œuvre. La grande faucheuse. NXT, le jour de la vengeance. On était le 4 février. On était à Clarksville, Tennessee. Une ville que tu connais bien, il me semble. Ah, bah oui, Clarksville, Tennessee, hein, tout près de Franksville, Tennessee et de Marlon Franklin de Tennessee. Hein. Ouais. Équidistance des deux villes. Ouais, bah, c'est connu pour sa kermesse. Hein. Et son fameux poisson grillé. FNM Bank Arena, c'est l'endroit où va se dérouler ce pay-per-view. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça se déroulait le 4 février. Alors, c'est NXT, alors c'est rock'n'roll. Hein. On commence avec un bon clip ringard là et de la zig de merde pour débuter le match. Je sais pas ce que t'as pensé de l'ambiance sonore. Je trouve que le morceau musical là pour ouvrir le show était assez dégueulasse, quoi. Bah, c'était assez vieillot, j'ai trouvé. Alors moi en plus j'avais un son dégueulasse, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais un son complètement dégueulasse, mais du coup j'ai trouvé l'ensemble assez vieillot. Hein. Vic Joseph est au commentaire accompagné de Wade Barrett.
puisque Booker T était malade. Ah, c'est pour ça, d'accord. Petite opération. Il va bien, mais il était sur la touche pendant pour ce pay-per-view. Bon, c'est l'heure du premier match, qui est en fait la finale du tournoi tag team. Le Dusty Rhodes Tag Team classique. Dusty Rhodes Tag Team classique. D'un côté, Braun Breaker qu'on a vu à Royal Rumble, accompagné de Baron Corbin qu'on ne présente plus, qui a été dans le main roster pendant un long moment et qui est redescendu à NXT il n'y a pas si longtemps. Et ils affrontent deux petits jeunes qui ont de l'avenir, qui n'en veulent. Carmelo Hayes, donc on a vu à SmackDown assez récemment, là, plusieurs fois catché, et son acolyte, le grand Trick Williams, et sa fameuse chanson Whoop That Trick, qui met le feu au public quand même. N'est-ce pas? Alors on a une belle arrivée ringarde en moto de Baron Corbin et Braun Breaker. Braun Breaker qui est le fils de Rick Steiner, pour ceux qui ne connaissent pas. Ou si moins ceux qui n'étaient pas au courant. Donc Baron Corbin en Harley Davidson et Braun Breaker en chopper. Ça fait un peu pitié parce qu'ils n'arrivent pas à rouler. J'allais dire, Baron Corbin, il fait comme un vélo, tu sais, qu'on s'appelle là, les vélos sans pédale pour les gamins, où il avance en appuyant sur ses pieds, ça faisait un peu ça, quoi. C'était ridicule. Et puis Trick Williams, par contre, grosse pop du public quand il arrive. Voilà. Qui est parti pour un double match. C'était, en fait, on a tout un clip avant le match qui nous tease un peu cette confrontation et qui tease d'ailleurs aussi peut-être des tensions dans l'équipe Hayes Williams, puisque Williams est parti pour avoir double soirée entre cette ouverture et le main event plus tard contre Dragunov. Ouais, c'est ça. Trick Williams va affronter le champion ce soir également. Et il doit se farcir la finale du tag team classique aux côtés de Carmelo Hayes. Comme tu l'as expliqué, il y a de la tension entre les deux, puisque Carmelo Hayes est l'ancien champion NXT, qui a chuté. Ils sont copains depuis à peu près les débuts de NXT 2.0, mais il y a de la tension entre les deux. Mais ce soir, ils disent il faut y aller, on est copains, on va y aller. D'ailleurs, il y aura du sacrifice dans le match qui vient. Donc ça démarre des dropkicks à gogo de Trick Williams, qui est très bondissant quand même. Nos deux amis font le ménage dans le ring. Ensuite, on a le match qui commence vraiment avec Trick qui fait face à Baron Corbin. Baron Corbin prend le dessus parce qu'il est quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus grand. Au bout d'un moment, c'est Carmelo qui fait le tag. Melo botch une esquive de Fireman's Carry que lui portait Baron Corbin. Ensuite, il y a une démonstration de force dans tous les sens. Braun Breaker rentre dans le ring, il met tout le monde d'accord avec son énorme cutter là où il projette son adversaire dans les airs et puis il le récupère en cutter là, c'est assez impressionnant ça. On notera que le Baron catch torse nu, qui est pas très à son avantage quand même. C'est pas le même bonhomme que Braun Breaker. Ouais, il est pas assez affûté pour se permettre ça, ce bon vieux Baron. Faut faire attention quand même. Un peu de goût. Ça continue le match. Il y a des enchaînements un peu bizarres. Il y a pas une belle alchimie, je trouve, dans l'équipe. Il y a comme je dis, des enchaînements qui nous laissent un petit peu perplexes. C'est Carmelo Hayes qui va prendre la hit pendant un moment. Il est un peu dominé par les deux bikers. Il y a un moment donné, même Braun Breaker va s'en mêler dans les cordes, là, en étant projeté dans les cordes. Sa tête, elle va passer en dessous. On va très bien comprendre ce qui se passe. Il a fait se faire mal, parce qu'il tape avec la nuque un peu sur la troisième corde, du coup, vu qu'il rate sa projection, en fait, il veut se projeter, il se rate, et il aurait pu se faire très très mal. Ça, c'est pas le seul botch du match, mais celui-là, il m'a fait un petit peu peur quand même. Ouais. Comme je disais, il y a pas mal d'enchaînements qui se passent mal, on sait pas trop ce qui se passe. C'est pas parfait. Braun Breaker prend le dessus, il fait des pompes au lieu de faire le tomber à un moment donné. Il frime, il va s'acharner sur Carmelo. Il va tenter son cutter, mais ça va être esquivé par Carmelo, mais on comprend pas très bien le move.
Ça continue. Finalement, on a quand même le hot tag de Trick Williams qui se fait rapidement mal à la jambe, malheureusement. Il y a un moonsault qui est botché encore un peu plus loin dans le match. Wade Barrett va finir par mentionner qu'il y a peut-être un problème avec les cordes. Alors, on ne sait pas s'ils ont mal monté le ring ou qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il a trouvé une excuse pour tout le monde. Bien joué, Wade Barrett. Il y a un spear qui est contré en code breaker, compte de 2. Ensuite, 2-for-1 suplex de Braun Breaker, là, move aussi impressionnant, tout en puissance, où il prend 2 gars en même temps là, pour leur faire un suplex et puis un surpassement. Braun Breaker envoie Corbin par-dessus les cordes. Ça, c'est pas banal. Comme si un peu à la manière d'Enzo Amore et Big Cass à une époque, sauf que c'est Braun Breaker et Corbin. C'est un peu plus impressionnant. Il y a une diving clothesline du Baron qui monte sur la 3e corde puis qui fait une descente clothesline en descente sur Trick Williams. Compte de 2, le tombé est cassé par Carmelo Hayes. Ensuite, il y a des deep six dans tous les sens. Il y a encore un dive de Braun Breaker. On monte dans le coin du ring, d'un côté comme de l'autre, mais ça profite à Carmelo Hayes et Trick Williams. C'est le bordel. Tout le monde a atterri sur le ring. Il y a Trick qui commence à danser. Et là-dessus, il y a Braun qui va tenter un spear, mais c'est Carmelo qui se met sur son chemin pour protéger son pote Trick Williams qui était en train de danser, qui faisait pas gaffe. Il se fait sécher. Trick Williams est envoyé à l'extérieur du ring. Ouais. Et le tombé est fait sur Carmelo. Et c'est la défaite de Carmelo Hayes et de Trick Williams. Et la victoire de Braun Breaker et Baron Corbin qui sont du coup, qui remportent du coup le tournoi. Après un match qui était quand même très brouillon. Alors je sais pas s'il y avait vraiment un problème de corde, mais c'était quand même très très brouillon. Et puis le finish c'était un peu pourri du cul quand même un petit peu. Oui. On va pas se mentir. Oui, clairement. Et je pense que les cordes ont bon dos. Puisqu'il y a quand même beaucoup de segments qui se passaient en plein milieu du ring et où ça botchait quand même, et sans qu'il y ait la moindre corde à moins d'un mètre. Non, c'était moyen. C'était moyen. Alors, il y a en termes de positif, il y a quand même une bonne ambiance, j'ai trouvé, parce que les gars sont assez populaires. Alors, les heels ont catché en heel, mais ils sont quand même relativement soutenus. C'est toujours ça que je trouve un peu dommage. Ouais. Mais bon, c'est une constante. De toute façon, c'est très rare maintenant un heel qui se fait huer. Mais on a quand même eu le segment avec le face en péril Carmelo et les deux qui Corbin et Breaker qui rajoutent beaucoup. Ouais, tu as été très généreux sur le finish en disant que Trick Williams était projeté à l'extérieur, puisqu'en fait, c'est lui qui se jette tout seul à l'extérieur. Ouais, ouais, il est censé, je suppose, être percuté par Melo qui se prend le spear. Bon, ça, c'est pas très crédible. Et il passe. C'est ça, en fait. T'as Carmelo qui prend le spear et qui tombe à 1 mètre de Trick Williams qui se jette dehors et puis qui met 2 heures à monter dans le ring pour pas réussir à empêcher le tomber. Ouais, c'est la puissance du vent, ça. C'était la puissance du vent, c'était assez moche. Et ouais, et puis ouais, donc voilà, donc moi je redécouvre un peu, ça faisait quelques semaines que j'avais pas vu NXT, donc du coup je redécouvre un peu la dynamique qui s'est installée avec un Trick Williams du coup qui est maintenant un peu le mec le plus populaire de son duo, alors que moi jusqu'à présent c'était plutôt l'espèce d'homme de main de Carmelo, mais version regard dans le vide. Bon, a priori il a réussi à séduire les foules. Bon, par contre, je me suis dit, en regardant ce match, je me dis, oulala, alors, il marche bien auprès du public, mais par contre, dans le ring, ça va pas. Hein. Il a raté à peu près tout ce qu'il a tenté, ce garçon. Donc bon, c'est pas super engageant, mais bon, en tout cas, le public accroche et était vraiment à fond derrière lui. Ouais, grosse popularité de Trick Williams, c'est ce qu'on retiendra de ce match, comme on a dit, assez brouillon. Ouais, bon, moi, pour ce qui est d'NXT, de temps à autre, je retente le produit. J'ai pas réussi à regarder un épisode complet, malgré mes multiples tentatives. Donc voilà, j'avais vu, je crois, son premier match peut-être à Trick Williams où il était arrivé avec sa musique et où ça avait tout de suite connecté avec le public. Il a continué à surfer sur la vague, visiblement, donc on est content pour lui. Maintenant, va falloir rester à NXT quand même un moment. Hein. On va pas le faire monter de suite. Hein.
Voilà. Bon, en tout cas, c'est la finale du Dusty classique qui est souvent remportée par deux mecs qui sont en solo et qui ont monté une équipe pour l'occasion. Hein. Je crois qu'il y a C'est que, vrai, c'est vrai. Historiquement, il y a quelques cas comme ça. Ouais. Et Corbin l'avait pas déjà gagné? Je me suis demandé. Ah, bonne question. Il faudrait regarder si on a un... Est-ce qu'on a un listing de ce truc-là? Ah, voilà, hein, c'est la bonne question qu'on n'a pas préparée avant. Ah bah voilà. Hein. Si tu poses des questions, assure-toi d'avoir la réponse. Bah, mais j'ai des flashs comme ça, Dusty classique. Là, j'ai que le finish. Comment ça, Dakota Kai et Raquel Rodriguez, mais ça n'a pas de sens. Il y a des femmes aussi qui ont gagné. Ouais, apparemment, il y a eu des tournois féminins. Qu'est-ce qu'on a? MSK. Plus dans les premiers, j'ai regardé. Brotherweight. Il y a eu beaucoup de gagnants. Alistair Black et Ricochet. Disputidera. Ouais, bon, bah après, Authors of Pain, Finn Balor et Samoa Joe. Ouais. Peut-être fait une finale, alors. Non, parce que c'est arrivé après lui, hein, je crois, quand même. Bah, c'est marrant, je le vois dans ce tournoi, mais je dois me tromper. Ouais, il y a pas... ouais, c'était peut-être d'autres tournois. Voilà, non, c'est ça. Il fait, pardon. Ah oui, Baron Corbin et Rhino. Ouais, c'est ça, exactement. Il fait la première finale. C'est ça que j'avais en tête. Ok, bravo. Franchement, quand on voit le tournoi, là, tu avais The Revival, American Alpha, DIY. Ah oui, c'était autre chose à l'époque. Hein. Tout ça éliminé et on fait passer 2 fausses équipes en finale. C'est ça qui est beau. Finn Balor et Samoa Joe. Ah, la belle époque de NXT. Qu'est-ce qu'on a après? Un clip ringard, je suppose. Oui, un clip ringard sur Dragunov. Ensuite, un clip ringard sur Gigi Dolin. Parce que c'est comme dans un PLE du main roster. Hein. Il y a plein de clips. Le vrai WrestleMania Kickoff. Bon, ça, vous aurez une vidéo qui est peut-être déjà en ligne à l'heure où vous écoutez ces lignes. On vous en parle. Un clip ringard sur Roxanne Perez. Un clip ringard, mais interminable. Je pensais que le match avait lieu après, du coup. Ouais. C'était super long. J'ai cru que c'était le clip introductif. Spoiler, non. Non, pas du tout, puisqu'après, c'est une grosse entrée ringarde de Dijak en mode Sid Cinti à la base. Mais bon, comme c'est pas très bien réalisé, on passe à côté du truc. Ah ouais, j'ai pas vu, moi. Ouais, il est donc il a un 3/4 en cuir, des lunettes noires. Normalement, il y a une vidéo un peu façon Sin City, façon bande dessinée, mais on l'aura pas. On aura plutôt la grosse entrée ringarde de Joe Gacy. Donc il y a une rivalité entre Dijak et Joe Gacy apparemment, et on a vu un petit peu que Dijak avait balancé Joe Gacy du haut d'un container devant l'entrée du Performance Center dans une benne à ordures. Voilà, de Joe Gacy qui essaye de se reconstruire après avoir perdu son clan, dont j'ai oublié le nom, où il y avait les Grizzled Young Veterans qui étaient dedans avec la fille avec Johnson. La fille de Dwayne Johnson aussi. Bah, tout ça, c'est fini. Il est tout seul, hein, Joe Gacy. La fille de Dwayne Johnson, parce qu'on a parlé un peu de Grizzly de Young Veterans qui sont à la TNA dans notre autre review. Et la fille, par contre, est devenue la general manager, j'ai l'impression, de NXT. C'est ça. Alors, il y a peut-être eu des vidéos avec elle. Mais en tout cas, elle n'est pas habillée en manager. Elle tient pas très bien le rôle, je trouve. On est sur un match sans disqualification du coup, parce que les mecs s'en veulent à fond. Hein. Dijak va sortir une matraque de flic. Donc c'est parti pour la bagarre. Il y a tout de suite un dive de Gacy à l'extérieur du ring. On va chercher les poubelles, du scotch renforcé. Tiens donc. Dijak sort une chaise, il s'assoit dessus, il se prend un Gacy sur la tronche. Gacy va chercher une table. Là j'ai noté c'est horrible, on dirait la EW. Et juste après, ils sortent une caisse avec des jouets, des Lego, qu'ils vont mettre sur la table. Voilà, donc une table avec des jouets dessus, des Lego. Mais Dijak va reprendre le dessus avec sa spinning big boots. On va retourner dans le ring. Joe Gacy prend la hit un petit peu pendant un moment, il est dominé, mais il sourit, il est content parce que c'est un fou, c'est un dingue, c'est un gueudin. Il y a un coup de boule avec une poubelle. Hein. Hop, dans la poubelle, on fait un coup de boule. Joe Gacy prend le dessus, il déroule un petit peu. Au bout d'un moment, il y a Dijak qui va tomber sur la table avec les jouets. Mais il tombe pas sur le dos, alors ça sert un peu à rien, c'est pourri. On retourne dans le ring.
chokeslam de Dijak sur Gacy sur la chaise en fer. Super German suplex. Il loupe la poubelle, malheureusement. Ouais, c'est-à-dire qu'ils font un suplex depuis la troisième corde dans le coin du ring. Il y avait la poubelle en bas, mais ils ont loupé la poubelle qui était en bas. Donc c'est dommage. Après, il y a Joe Gacy qui va mettre du scotch sur les yeux de Dijak. Ouais. Il lui met du scotch sur les yeux. Alors après, il lui tape avec des kendo sticks. Mais Dijak réussit à faire son finish Fist Your Eyes à l'aveugle. Mais il est toujours aveugle parce qu'il a toujours le scotch sur les yeux. Il finit par s'arracher le scotch qu'il a sur les yeux. Pendant ce temps, Joe Gacy se prend pour Bray Wyatt. Il fait le cochon pendu dans le coin du ring. Tornado DDT sur les chaises. Swanton, compte de 2. C'est Gacy qui prend le dessus, qui fait un tornado DDT pin Swanton. Après, il tente un springboard, on ne sait pas trop quoi. C'est contré par Dijak. Il réussit à placer son finisher, le Fist Your Eyes. Et là, c'est la victoire de Dijak. Gros plan sur Joe Gacy quand même. Il sourit. Il est content. Alors, je ne l'ai pas expliqué, mais Dijak, c'est Dominic Dijakovic. C'était T-Bar, c'est ça? Oui, c'est vrai, T-Bar. Dans le main roster. Ouais, n'oubliez pas, il a fait partie de je sais plus comment ça s'appelait. Retribution, voilà, cette fameuse, ce fameux clan qui a fait tant de succès dans le main roster. Donc voilà, un match sans disqualification où Dijak est gagnant et Joe Gacy, il est content même s'il a perdu. Il sourit, il est fou. C'est un gueudin, le mec. Qu'est-ce que tu as pensé de ce bel affrontement? Moi, il m'a fait penser déjà à Liv Morgan, à sourire tout le temps, même quand il est KO. Et c'est pas forcément une grande référence quand je dis ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à mettre dans le match, parce que le début, c'est vu et revu. Effectivement, les personnages, moi, ils me parlaient absolument pas. Ils ont tous les deux sorti de matraque dès le début, puis ils l'ont jeté directement. Donc bon, ça va rien. Et puis après, il y a eu commencé à l'enchaînement de botch qui a commencé un peu à me réveiller en disant tiens, effectivement, la table de Lego, la poubelle où ils se mettent à côté. Et puis ils font heureusement qu'il a réussi à éviter la poubelle, sinon il aurait été KO. Tu m'étonnes. Oh là 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 là. Bon, c'était assez. Du coup, je me suis commencé à bien me marrer finalement à regarder ça. Et même le segment avec le scotch sous les yeux, mais j'ai trouvé ça rigolo que quand il a réussi à placer son finisher les yeux bandés, par contre il peut pas mettre le ping du mec qui est juste devant lui, quoi. Là c'est trop compliqué, quoi. Mais bon, c'était assez rigolo et par contre moi j'ai pensé vraiment que Gacy allait gagner sur la fin parce qu'il a fait des sacrés enchaînements là avec le DDT, la Swanton, tout ça. Là t'as tout l'enchaînement classique du mec qui a gagné, puis finalement non, tu gagnes pas, tu te prends un coup de genou, c'est terminé, t'as perdu, quoi. Bon, c'est ça, c'était pas si dégueu. Moi j'ai fini par m'y accrocher et bien rigoler. Il faut dire que les mecs ont bien bumpé et que c'était, même si ça a botché, c'était moins douloureux que le match d'avant où là c'était non seulement des botches, mais en plus des coups qui passent à côté. Là au moins les gars, on a senti qu'il y avait des vrais impacts, tout ça, donc moi j'ai un peu plus accroché. Mais bon, c'est vrai que c'est particulier de regarder NXT. On voit vraiment une école de catch. Les mecs, ils apprennent tous là. Ouais, là, il y a encore il y a encore un apprentissage à faire. Non, mine de rien, Gacy, effectivement, quand il déroule, là, on pense qu'il va gagner le match. Il catch vraiment bien, Joe Gacy. C'est plutôt un bon talent. Maintenant, malheureusement, moi, je trouve que son personnage, il est à côté, donc il faut retravailler ça parce que on n'a vraiment pas envie de suivre un gars comme ça, là, qui sourit bêtement. C'est du déjà vu. En plus, c'est du sous Bray Wyatt. Il y a un petit côté sous Kevin Owens aussi au niveau du physique. Il n'a pas trouvé sa voie. Il faut qu'il trouve quelque chose d'autre parce que il fera pas carrière avec son truc de psychopathe là. Ça force. Il y a des gens bien meilleurs qui sont passés avant lui, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et puis Dijak, Dijak, s'il avait dû percer, il l'aurait déjà fait, je pense. Je trouve que c'est un bon catcheur. Moi, c'est comme plusieurs fois que je me dis. Putain, le mec il sait faire, je sais plus, je l'ai déjà vu te cacher contre des gros, contre des petits, contre des machins, et à chaque fois il arrive à s'adapter. Je pense qu'il y a un gros site de personnalité par contre, parce que tu parlais de son entrée en mode Sin City, et ça ressemble à rien. C'est un gars avec un manteau, et puis voilà, il dégage absolument rien. C'est vraiment dommage, parce qu'il a du cash pourtant. Sur ces entrées, on a l'impression que c'est vraiment un rookie qui débarque, alors que ça fait qu'il était déjà dans le main roster, quoi, à une époque.
Ouais, le problème est le même pour les deux, faut qu'ils trouvent leur voie. Sinon, malheureusement, ça ira pas beaucoup plus loin que ce qu'ils nous ont montré ce soir, c'est-à-dire un match hardcore rigolo, mais complètement botché de partout, quoi. C'est pas grave. Allez, on va backstage un petit peu. Ça te dit un petit segment backstage? Ah non! Oh non! Alors on a quoi? On a des pétasses qui signent des calendriers là pour la Chase University, qui nous apprend on a bientôt plus de dettes. Donc apparemment la Chase University avait des dettes. A priori. Voilà. Chase University, c'est un catcheur qui s'appelle Chase. André Chase, voilà, il a une université de catcheur. Ça peut être rigolo, mais bon, c'est plutôt en weekly, pas pendant un PLE comme ça. Ouais, alors là-dessus, si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, c'est vrai qu'on aura eu énormément de segments backstage avec d'autres gars que ceux qui participent au PLE, et je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée parce que d'une part, 90% on les connaît pas, et d'autre part, les segments sont pas très réussis, pas très drôles, donc c'est pas très très intéressant. Et en fait, ils sont servis de ces segments-là pour booker le NXT de la semaine d'après, et je trouve toujours ça très très dommage d'utiliser un PLE pour booker un weekly derrière. Ouais, ils ont assez de temps chaque semaine dans leur émission pour booker leur show. Le PLE, ça doit être la cerise sur le gâteau. Bah oui. Donc voilà, on n'avait pas besoin de ces segments-là. Ensuite, on a un clip ringard sur l'équipe qui va arriver ensuite, c'est-à-dire les Macaques, le groupe d'Italiens, et leur rivalité avec Reggie, qui a un clan. Qui a un clan, un clan de racailles. De racailles. Ouais, disons-le comme ça. C'est ce qu'on a compris en regardant le clip. Mais alors là, on parlait de chip tout à l'heure. Je crois que la cerise sur le gâteau, le summum du chip. Alors là, ce clip-là, moi, je vous invite à juste le regarder pour se dire, oh putain, ça existe encore. Et c'est à la WWE, ça. Mais très, très fort dans le chip. Ouais. Ringard, Chip, tout ce que vous voulez. Alors, je vais quand même vous donner les noms. Donc, il y a la D'Angelo Family, avec Tony D'Angelo, qui est un catcheur qui est arrivé avec NXT 2.0, qui est un clan d'Italiens, qui se résume là, plus qu'à une seule personne, c'est-à-dire son acolyte, Channing Stax Lorenzo, et une gonzesse qui s'appelle Adriana Rizzo. Et donc là, ils affrontent le clan de Scripts, qui est en fait Reggie, souvenez-vous, le sommelier de Carmella, qui saute partout du Cirque du Soleil. Il s'appelle Scripts maintenant. Il était un catcheur masqué à une époque, puis il a perdu son masque. Et donc maintenant, c'est un leader de clan de racailles. Et donc, ses acolytes, il y a Lucien Price, un catcheur qui s'appelle Lucien, c'est quand même pas banal. Mais déjà, ça donne envie. Lui, il a connu Robert Banater. Ouais. Lucien Price, Bronco Nima, et une autre gonzesse qui s'appelle Jada Parker. Voilà. Donc, et donc, c'est les Out of the Mud, le clan. Voilà. Out of the Mud, d'accord. OTM. Exactement. Donc, ils arrivent en vélo, en biclou. Encore une entrée bien ragarde. On n'avait pas vu ça depuis Camacho. C'est ça, complètement le même. Complètement le même, voilà, c'est le même délire, c'est le clan de la rue. Donc ils arrivent au ring, ils se pavanent, et là ils se font attaquer par les Rital, attaque par derrière. Il n'y a pas d'entrée pour les Italiens, ils démarrent le match en attaquant par derrière, ça c'est plutôt pas mal. Il y a une brawl, il y a un catfight. Bon, tout ça n'est pas très bien exécuté, surtout les filles, ne savent pas trop faire grand-chose. Là, alors attends, du coup, je vais essayer de retrouver le nom. Adriana Rizzo, là, elle a passé son temps à taper dans le vide. C'était compliqué. C'était compliqué, il y a une descente du cul, si j'ai bien compris à un moment donné. On attaque avec les fesses. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté qu'il y en a un des deux dans les OTM, on dirait Loki, mais en plus grand. Okay. Je pense qu'on a des bonnes notes parce que. Ensuite, il y a Stax qui prend la hit. Ouais, c'est un peu ça l'histoire du match. C'est Channing Stax Lorenzo là qui se fait un peu séparé de D'Angelo, qui se fait passer à tabac pendant un bon moment. Alors, il y a un hot tag loupé qui est botché. C'est-à-dire qu'il y a Lorenzo là qui essaie de taper dans la main de
de D'Angelo. Il est complètement à sa hauteur, même il peut lui taper la tête, mais il lui tape pas dans la main quand même parce que c'est pas le moment de faire le hot tag, quoi. Au final, il y a quand même le hot tag de D'Angelo. Il y a une gifle apparemment à un moment donné. Ensuite, c'est des dives dans tous les sens. Et au final, c'est la victoire des Rital, des Rito au pluriel. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme note. Je sais pas si t'as autre chose à dire, mais il me semble que c'était bien nul quand même. J'ai noté mes 2 dernières lignes de notes parce que je t'ai déjà quasiment tout dit. Alors j'ai dit, avant-dernière ligne de notes, à noter que la D'Angelo Family sont champions tag team. Voilà, ça c'est une information qu'on peut vous partager. C'est vrai que c'était effectivement un match pour le championnat tag team. Et ma dernière ligne, c'est quoi? C'est j'ai lâché, ça s'est fini comment? Point d'interrogation. Voilà. Ok, d'accord. Je suis content d'apprendre qu'ils ont gagné. J'ai complètement lâché. Non, c'était mauvais. Hein. C'était très mauvais. Non, il n'y avait rien à ressortir de ce match-là. Alors, 10 minutes 11 comme ça durait. Hein. J'ai retrouvé les durées. Ouais. C'est le plus court match de la soirée, mais ça a quand même duré 10 minutes 11 cette purge. Ouais, tous les matchs font au moins 10 minutes. 11 minutes 56 pour Dijak Gassi, 14-27 j'ai pour l'opener. Pour l'opener. On retiendra rien du tout de ce match. Les gens, il n'y a même pas eu des acrobaties de Reggie ou quoi que ce soit, quoi. Non, il y a vraiment rien. Hein. Il y a pas de charisme, pas de technique, pas de suspense. Enfin, pas vraiment de. T'as parlé du segment fait sans péril. Moi, j'avais déjà. Enfin, je pense que j'ai dû décrocher à peu près à 3 minutes de match, hein, parce que c'était. Ouais. Il y avait vraiment rien. Hein. Ouais. Si, ça y est, je me souviens du finish. C'est simplement D'Angelo qui passe son finisher sur un des deux. Un des gars. Voilà, un des deux gars. On va dire Lucien, on arrive rigolo. Ouais. Voilà, Lucien. On n'arrive pas à les discerner l'un que l'autre. À part qu'il y en a un qui ressemble à Loki, visiblement. Pas Loki des Avengers, hein, Loki le catcheur. Caval, hein, qui avait gagné NXT deuxième saison. Ensuite, il y a un clip ringard sur Bron Breakker. Il n'y a aucun intérêt parce qu'on a déjà vu Bron Breakker ce soir. Ensuite, il y a des pétasses en terrasse. Je sais pas ce qu'elles font, elles sont sur leur ordi. Alors là, j'ai rien compris. Bref, parce que c'est des catcheuses, hein, j'espère. C'est pas les, c'est pas les stagiaires de Monsieur McMahon. Effectivement, on va espérer que c'était des vraies catcheuses, et pas des filles qui étaient. Bref, on va pas reciter les histoires de Vince et compagnie, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des gens de NXT qu'on connaît pas, on sait pas ce qu'ils font. Bah là, c'est typiquement ça. Hein. Pouah, à quoi ça sert hein. Les PLE, c'est censé être l'élite, hein, c'est pas n'importe qui là. N'importe quoi. Allez, on va à l'infirmerie. Trick et Melo sont à l'infirmerie parce que Trick il a un peu mal à la jambe. Bon, ils sont de nouveau ensemble. Hein. Ils s'agracent un peu des dents parce qu'ils ont perdu, mais voilà, Melo il explique, je me suis sacrifié pour toi. On est copains. J'ai mis Shawn Michaels aime bien les romances crypto-gays. Et je vous laisse méditer là-dessus. C'est gratuit. C'est gratuit. Ensuite, on a un clip ringard sur Taya Valkyria, qui est la championne beaucoup actuelle. Plus court que le premier qu'on a eu plus tôt. Elle a une belle entrée ringarde parce que ce soir, elle affronte Roxanne Perez. Lyra Valkyria, donc la championne NXT, c'est une défense de titre. Elle arrive dans une belle tenue, mais elle va laisser des plumes sur le ring. Donc pendant tout le match, il y aura des plumes sur le ring. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a Roxanne Perez qui débarque. C'est parti pour la bagarre. Donc Roxanne Perez qui est un peu le prodigy, ils appellent ça. Hein, c'est le grand talent en devenir, la protégée de Booker T. Donc ça commence avec du mat wrestling au sol. Finalement, au bout d'un moment, Roxanne Perez réussit à placer un code red. Et là-dessus, il y a une musique qui retentit. Et c'est Lola Vice qui vient cacher la mallette. Money in the Bank. Non, c'est pas ça. C'est Lola Vice qui vient cacher son contrat. Elle a le droit à un contrat, comme le Money in the Bank.
C'est les Rising, je sais pas quoi, c'est les Breakout Superstar ou je sais pas quoi. Ouais, tournament. Voilà, les rookies qui ont débarqué, ils ont fait un tournoi et elle a gagné et elle a le droit de venir foutre le bordel et s'octroyer un match à n'importe quel moment, un peu à la manière du Money in the Bank. Le problème, c'est que personne ne la connaît, donc ça pop pas plus que ça. Mais bon, du coup, ça devient une triple frite, en fait. Et à noter, alors, que sur la route du ring, elle se fait. Il y a une meuf qui essaie de l'arrêter, puis elle la tape. Mais... Oui. Ah oui, il y a une meuf qui essaye de l'arrêter, elle la tape. Je crois que c'est Tatum Pexley qu'on reverra un peu plus tard. Certainement, voilà. Encore quelqu'un d'autre qu'on. Ok. Voilà. Admettons. J'ai marqué Roxane Perez, on dirait un Wistiti. Okay. Et après, j'ai écrit voilà, Valkyria va placer son finish sur Roxane, mais Lola casse le compte. Ensuite, il y a des soumissions. Ah ouais, il y a une scène de soumission là où je sais plus, il y en a une qui va chercher avec les dents, ou c'est peut-être plus tard ça. Soumission, high kick, roll-up, code red, Tatum Pexley, Nightwish sur Lola et Taya Valkyria qui gagne le match. Oui. Voilà, en gros. Hein. Bah oui, non, et en fait, t'as donc la fille là, qui s'est fait casser la gueule, qui revient dans le match. Ouais. Ça, c'est Tatum Pexley, juste après le code red. Qui veut attaquer du coup l'autre fille qui a caché son truc, la Lola Vice. Et puis qui se fait repousser, mais qui se casse la gueule du coup sur Roxane et qui casse le tombé. Non, elle essaie d'attaquer Lola, mais l'autre l'évite et du coup elle se casse la gueule sur Roxane et elle casse le tombé. Puis derrière, t'as le finish de Valkyria machin. Ouais. Sur Lola. Donc c'est fou. Un beau bordel. Le problème, c'est vraiment qu'on connaissait ni Lola Vice ni Tatum Pexley là. Ouais, parce qu'en fait les autres filles ça catché, hein, mais c'est des nouvelles là. Ouais, Valkyria et Perez, faut quand même dire qu'elles sont bien catchées, mais elles ont fait faire du catch technique comme ça en début de match, c'était peut-être pas pour moi le meilleur choix. Bon, après ça restait correct dans le ring, j'ai envie de dire, mais l'histoire qui est racontée, c'est trop confus pour qu'on puisse adhérer. Enfin, il faut vraiment être un gros suiveur pour comprendre ce qui s'est passé là. Ouais. C'est trop mal raconté. Hein. C'est ça, c'est extrêmement mal raconté. Donc en fait, si tu ne suis pas, tu ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Tu sais pas, il y a des filles qui arrivent. Elles sont, voilà, t'as d'autres, on sait pas qui c'est. Puis enfin voilà, elles sont totalement anonymes dans leur présentation. Et puis t'as la petite, donc la petite qui a caché son contrat de Breakout Superstar. Elle nous a fait des séances de coups de pied dans le vent là. J'ai marqué, c'est aussi impressionnant que les coups de punch-chain. Voilà, je pense que ça résume à peu près le. Oui, c'est ça. Oui, elle fait des kicks à répétition d'un côté à droite, à gauche, c'est nul quoi. Mais sans rythme, mais sans toucher la fille en face. Oui, sans jamais toucher la personne en face. Oui, bah, sinon elle lui fait mal. Hein. Faudrait pas. Ouais, bah, on retiendra pas grand chose de ce triple threat au final, sinon que c'était un sacré bordel. Mais on souhaite beaucoup d'avenir à Roxane Perez et Lyra Valkyria, même si enfin, elles ont un physique un petit peu léger pour le main roster, hein, quand même. Je pourrais pas dire, mais bon. Oui, c'est pas des petits formats. Après voilà, on voit quand même que pour le coup, elles savent faire le minimum de catch quoi. Ouais. Bravo à elles. Ensuite, on a un clip ringard sur D'Angelo, dont on n'a pas besoin, parce que on l'a déjà vu ce soir. On l'a vu, c'est ça. Et un clip ringard sur Carmelo Hayes, parce qu'on n'est pas un clip ringard près. Il y a eu aussi un clip sur Noam Dar, hein, plutôt dans l'émission, je vous en ai pas parlé. Ah, je ne sais pas de celui-là, ça doit être passionnant. Ouais, bah c'était sur Noam Dar, avec son clan. Il a un clan qui s'appelle, je sais plus comment, avec que des gens qu'on connaît pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il y a un puceau qui invite une pétasse pour la Saint-Valentin, j'ai marqué. Donc ça, c'est aussi encore une séquence backstage. Ah oui, mais ça, c'est la chaise University. Voilà. Mais voilà. La pauvre fille que tu décris ainsi, il me semble que c'est, de mémoire, c'était l'espèce de petite nana qui était surexcitée dans la Chase U University au début, non? Et qui a Tornil, et puis bah, du coup, maintenant, a priori, elle est revenue. J'ai pas tout suivi, mais.
Ouais. Mais voilà. Elle a des histoires avec un gars. Voilà, un gars qui. D'ailleurs, il y a une bagarre dans les calendriers après. Ah, voilà. Entre le. Merde alors. Le puceau, là, il s'appelle Riley Osborne. Et il fait la bagarre avec Lexis King. Lexis King, c'est le fils. Ah oui, de merde. Putain, j'ai plus son nom. Brian Pillman Jr. Voilà, il a été à la All Elite Wrestling, tout ça, il a catché un peu partout. Maintenant, il est à la NXT sous le nom de Lexis King. Et il drague les filles de Shoes University. Ça plaît pas à Riley Osborne et ils font la bagarre. Donc voilà un peu où on en est au niveau des intrigues d'NXT. Riley Osborne, je sais pas d'où il nous sort ce gars-là, mais bon. Ensuite, il y a un clip sur le clip des 3 Faces, j'ai écrit. Donc je suppose je sais pas trop ce que c'était ça. Le clip des 3 faces. Non, ok. Il y a un clip en noir où ils nous disent il y a un mec, il a 3 faces, il va venir bientôt avec des cartons là, et puis ça disparaît. On n'en saura pas plus. Il y a un nouvel arrivant qui va arriver à NXT. Un nouveau gars qu'on connaît pas. Un nouveau gars qu'on connaît pas. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est le championnat nord-américain de NXT. Le champion actuel s'appelle Oba Femi. C'est lui qui a gagné le Breakout Tournament des hommes, forcément. Il a battu Dragon Lee il n'y a pas son temps, il y a peut-être 2 semaines, et il lui a pris le titre nord-américain. Souvenez-vous, vous avez vu Dragon Lee gagner le titre américain quelque part, à NXT, ou je sais pas où. Bref, à la télévision. Donc Dragon Lee n'est plus le champion, c'est bien Oba Femi. Oba Femi, un grand black, bien costaud. Et ce soir, il affronte Dragon Lee. Donc c'est un peu David contre Goliath, le match classique. Dragon Lee va attaquer très vite. À peine la cloche a sonné, il attaque Oba Femi. Il est motivé. Ça y va, mais Oba reprend le dessus assez rapidement. Mais il se fait finir par se faire piéger dans une soumission par Dragon Lee. Et là, c'est lui qui va marcher jusqu'aux cordes et prendre les cordes avec les dents pour que la prise soit cassée. On va s'exporter à l'extérieur du ring. Ça va même aller jusqu'à sur la table des commentateurs. Ça remonte dans le ring et Oba Femi va réussir à placer une pop-up powerbomb sur Dragon Lee qui ne se relèvera pas. 1, 2, 3, victoire d'Oba Femi, la nouvelle sensation de NXT. 10 minutes 56 de match. On connaît pas grand-chose d'Oba Femi, on connaît mieux Dragon Lee. Est-ce que tu as été impressionné par la performance du champion nord-américain? Alors, je vais reprendre mes mots. Impressionné, je ne saurais pas dire parce que je pense que Dragon Lee a beaucoup joué dans la performance d'Oba Femi. Ouais. Mais il a noté quand même que le match a été pour moi un des plus réussis de la soirée. Puisque d'une part, il a complètement raconté une histoire qu'on pouvait suivre, même en connaissant aucun des deux gars. Alors Dragon Lee, on connaît un peu, mais Oba Femi, par contre, je le découvrais. Et l'histoire de David contre Goliath, comme tu dis, c'est du classique, mais n'empêche que elle a été racontée à la perfection dans le déroulé du match. Tu as ressenti en permanence cette opposition de style, cette opposition de physique. Les commentateurs, pour une fois, là, ont fait leur boulot en expliquant justement non, Dragon Lee, attention, il ne faut pas que tu ailles jusqu'au bout, l'arbitre a arrêté le match. Voilà, ils ont rajouté la petite couche archi classique, encore une fois, mais qui fait du bien parce que du coup, ça permet vraiment d'entrer dans l'ambiance du match. Et là, le match était réussi. Il y a eu des segments un peu autour du ring, pareil, avec des moments où tu penses que Dragon Lee va reprendre le dessus en contrant, en faisant des roll-up, en projetant Oba Femi qui se fait projeter par sa propre force dans des poteaux, dans des tables, dans des machins. Et puis derrière, Oba Femi se relève toujours et puis il va te balancer Dragon Lee dans les chaises et tout. Et voilà, c'est vraiment l'histoire racontée fait sens, intéresse finalement le public. Et au final, l'histoire est que malgré toutes les tentatives du deux courageux Dragon Lee, Oba Femi est plus fort et Oba Femi s'impose. Pour moi, là-dessus, sur le scénario du match et le déroulé, je mets une très bonne note parce que c'est très bien raconté. Voilà. Moi, je trouve que c'est du bon travail de bien fait. Et là, pour le coup,
on se moque pas mal d'NXT là depuis le début sur l'amateurisme qui est ambiant. Là, pour le coup, on avait deux jeunes garçons qui avaient travaillé, et donc du coup, je leur retire mon chapeau. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Gros travail de Dragon Lee pour faire paraître bien Obafemi. Comme tu dis, affrontement classique, très bien réalisé, aucune fausse note, c'était bien rythmé. Voilà, je te rejoins complètement. Et, c'était un des bons moments de cette soirée, mais sûrement voilà une des plus belles prestations de la soirée. Rien à redire. Dragon Lee, voilà, hein, c'est un très très bon catcheur. Il a de l'expérience. Et ça se voit là, dans ce match-là, où il porte complètement le rookie, là, Obafemi, qui a du potentiel, hein, indéniablement, qui a une grosse baraque, et qui peut aller loin. Mais il faut, pour le porter, je pense, des mecs comme Dragon Lee. Et donc, du coup, ça a été parfaitement exécuté. Donc, je te rejoins, chapeau bas pour ces deux-là. Bravo les petits. Bravo, ça c'est du boulot, c'est ça qu'on veut voir à NXT. C'est ça qu'on va voir. Et du coup, j'en profite pour faire un petit coup de rap habituel, là, parce que sache que c'est une des pires notes de Cage Match, hein, sur cette pay-per-view. Il y a que le match à 6, la mixte, qui est en dessous, mais sinon c'est le deuxième pire. Voilà. Oh là, mais mon Dieu, Cage Match. Bon, allez, enchaînons. On va pas dire du mal. Un peu de sérieux. Voilà. Donc ensuite, c'est la bagarre des calendriers. Bon, ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La fille de The Rock, tiens, je savais bien qu'elle venait à un moment donné. Elle fait une petite backstage là, elle discute avec je sais pas qui, mais on comprend rien à ce qu'elle raconte, donc je ne saurais pas vous dire. Ensuite, il y a 2 blacks et une blonde à NXT, un mec masqué, chevelu qui arrive. Il y aura un match à NXT. Bon, ça c'est pareil, on n'a rien compris. Un mec masqué, chevelu. Ah oui, c'est Axiom, je crois, et Nathan Frazier qui débat. Qui veulent défier 2 gars qui sont en coulisses en train de garder, une autre équipe, ouais. On est 2 heures dit qu'ils ont perdu. Ouais, bah ouais, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on voit un match, hein, les gars. Ah oui, je crois que c'est les 2 perdants des demi-finales de Sea Classics. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Axiom et Nathan Fraser, j'ai les noms là. Et les autres, du coup. Non, parce que c'était le Latino World Order. Parce que je les ai pas Edris Enofe et Malik Blade. Voilà. Eux, ils ont perdu au premier tour, hein, du truc. Donc, ils s'affronteront à NXT en weekly. On est content pour eux. Donc, ensuite, il y a encore des trucs qui se passent. Il y a une bagarre chez les filles. Elles sont séparées. Et c'est Oni Lorcan, tu l'as vu, qui était là, qui les a séparés. Sa tête me dit quelque chose, j'arrivais pas à le replacer, c'était lui. Donc il est revenu, il a pris sa retraite. Voilà, oui. Et je crois que c'est Joey Mercury l'autre, mais je suis pas sûr. Bref, c'est la bagarre chez les filles. La bagarre. Alors ensuite, on a évidemment un clip ringard sur Trick Williams. Et après, c'est le gros match de la soirée. Trick Williams contre le champion Ilya Dragunov. Ilya Dragunov qui a pris le titre, je crois à Carmelo Hayes, hein, si je dis pas de conneries. Donc là, on serait cru à WrestleMania. Hein. C'était grosse pop et grosse dramaturgie. Hein. Donc, ça se fout sévèrement sur la gueule. Ilya Dragunov, c'est un petit, si vous le connaissez pas, c'est un Gunther miniature un petit peu. Hein. Il est très stiff, très violent, très intense dans le ring. Voilà, donc à un moment donné, il y a Melo qui veut attaquer Dragunov à l'extérieur du ring, mais il est envoyé dans les jambes de Trick Williams, en plein dans le genou. Ça fait mal. Donc c'est la merde. Là, il boite un petit peu, le pauvre Trick Williams. Le combat est très intense. Il va quand même survivre à une H-bomb. Donc ça, c'est le finish de Dragunov, là, une descente du coude assez mortelle. Ensuite, il y a un ref bump encore avec le genou de Trick Williams. Enfin, c'est plutôt Trick Williams qui fait son trick knee. C'est un coup de genou à la volée qui, malheureusement, va atterrir sur l'arbitre. Il y a une super H-bomb qui est contrée.
Et ensuite, Dragunov a porté son Torpedo Moscow pour la victoire. Donc il y a eu beaucoup de near fall sur la fin du match là. Ouais. D'un côté comme de l'autre, c'est pas passé loin de la victoire. Et beaucoup d'overbooking avec notamment un moment Trick Williams qui fait son double coup de genou et fait un compte de 10 sur Dragunov. Ouais, parce qu'il a envoyé. Aussi. Ouais, l'arbitre était pas là, il était à l'extérieur du ring. Parfois, Carmelo était un petit peu désemparé, là, il savait pas trop quoi faire pour essayer de sauver son pote. J'ai marqué acteur studio de Carmelo Hayes pendant tout le match. Hein. Alors là, ouais. Il était inquiet. Il y a une caméra que sur lui. Ouais. C'était chaud. Donc voilà, 17 minutes 58 de match, c'était très très intense. Dragunov, comme je disais, c'est un mec qui fait des matchs à la Gunther, donc c'est très très violent. À un moment donné, on a bien cru que Trick Williams allait gagner. Il est porté par la foule en plus. Mais il va même voler la H-bomb, je crois, le finish de Dragunov à un moment donné. Mais ça ne suffira pas. Dragunov va réussir à placer son... Ouais, en fait, les deux se jettent l'un vers l'autre. C'est assez beau quand même le finish là. Oui, les deux projections, effectivement, t'as raison. L'un vers l'autre, et puis Dragunov fait son espèce d'Atemi à la volée là. Uppercut, European uppercut à la volée là. Donc voilà, victoire de Dragunov, mais après il se passe encore des choses puisque Carmelo vient réconforter Trick Williams. Il lui dit c'est pas grave, voilà, t'as pas à avoir honte, c'est super ce que t'as fait. Ils célèbrent ensemble jusqu'à ce que évidemment Carmelo trahisse Trick Williams. Il lui met un coup de chaise sur le genou. Et les gens sont désemparés. Le public est scandalisé. Carmelo est un salaud. Salaud de Carmelo. Salaud de Carmelo, voilà, la trahison a été faite. Voilà, pour conclure, ce Vengeance Day, une amitié brisée et quand même un main event très intense. Hein. Pas... Très intense. Hein. Moi, j'ai peu de notes du coup parce que j'étais assez pris par le match. Bah pareil pour moi et le match précédent, j'ai pas beaucoup de notes parce que du coup j'ai vraiment regardé ce qui se passait quoi. C'est ça exactement. c'est beaucoup plus compliqué de prendre des notes quand on commence à s'intéresser au match. Et c'est vrai que moi je l'ai trouvé pas mal. Hein. Alors on a parlé des limites de Trick Williams qui restent importantes. Alors il a pété le nez de Dragunov comme après 2 minutes de match. Ouais. Et du coup il y a eu du sang partout pour tout le reste du match. Il a dû galérer Dragunov, faire le quart d'heure de match là avec le nez pété, c'est jamais simple. Mais bon, on voit comme Dragunov c'est un gros talent parce qu'il a quand même porté Trick Williams pendant tout le truc. Trick Williams qui a fait son match avec toutes ses limites, il a quand même suivi les spots, il a pas trop semblé perdu, donc ça c'est on va lui mettre comme ça à son crédit pour un mec qui semble pourtant afficher autant de limites. Puis après on a eu un overbooking de derrière les fagots avec les ref bump, le compte de 10, les je te vole le finish, les j'ai pas fait exprès de te taper mais je t'ai tapé quand même, enfin bref, il y a eu la totale. Et du coup c'était très bien. Je parlais tout à l'heure d'histoires qui se racontent sous nos yeux. Là on a eu typiquement ce cas-là. Ouais. Et donc du coup ça mérite aussi une très bonne note à ce niveau-là. À noter quand même comme quoi la vie est un état à recommencement, c'est qu'ils nous ont quand même fait la fin avec le logo NXT qui apparaît, tu sais, quand qui apparaît au moment où tu as Carmelo qui est juste derrière Trick Williams en disant ça va se couper sur ça. Ah non, ça va peut-être pas se couper sur ça. Et puis effectivement, derrière, t'as Carmelo qui laisse Trick Williams prendre quelques mètres d'avance sur le ring. Et puis t'as tout le public qui fait oh. Et puis boum, il l'attaque. Non, et il l'attaque. Bah voilà, donc exactement, de mémoire, c'était le finish de Kevin Owens qui trahit Sami Zayn. Ou pas loin. Mais bon, voilà, c'est vu et revu et ça fait toujours son effet. Mais en tout cas, l'histoire racontée m'a plu. Le spectacle était quand même au rendez-vous, malgré tout. Ouais, clairement. Donc c'était un bon. On parle souvent des main events qui parfois ne sont pas le pic du show. Là, pour le coup, c'était le cas. Donc c'est exactement ce qu'il faut quand même pour conclure un show. Ouais. Et puis c'est les bonnes personnes en haut de l'affiche puisque les gens étaient à fond dans le match, quoi. Ouais. Le public a était on fire. Ouais, j'étais étonné de voir un public aussi bouillant, quoi. Il y a encore des gros fans d'NXT qui sont dans le coin.
Et visiblement, le cas de Trick Williams, ça fonctionne avec eux. Ça fonctionne. Et puis, il y a Dragunov, quand même très très bon catcheur, là, qui a, comme tu le dis, qui a bien porté le match pour, de la même manière que Dragon Lee, hein, pour faire paraître bien. Trick, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Hein. Ça, c'est le truc qui est intelligent. Et voilà, Trick Williams qui a quand même fait 2 matchs dans la soirée. Donc, on voit quand même qu'il y a du potentiel derrière. Hein. Sur ça se travaille encore, mais. Il y a du physique, il y a a priori du charisme, vu que le Puig semble adhérer. Puis voilà, donc c'est bien, c'est des gars, ceux qui misent et puis ils creusent avec eux. Moi, on l'a dit en ouverture, hein, c'est un show de développement. Donc le but, c'est aussi de prendre des mecs un peu bruts et puis essayer de les faire monter. Donc à voir si un mec comme ça, on va pas attendre de lui qu'il te fasse des classiques de 20 minutes dans le futur. Par contre, s'il arrive à avoir 2-3 moves impactants et propres, bah, ça fera peut-être la maille. Hein. Exactement. Donc voilà, un bon main event pour terminer le show. Il faut dire les choses honnêtement. Donc voilà qui conclut ce NXT Vengeance Day du 4 février. Ça va être l'heure du mot de la fin. Il faut qu'on donne le top, le flop et une note. Alors, je t'en prie. Je commence. Allez, allons-y. Allons-y, Alonso. Le top, du coup, je vais le donner. Je vais le donner au main event, en espérant que tu le mettes du coup sur l'autre match pour la ceinture. Ça va être un équilibre un peu, mais non, le main event avec les 2 derniers matchs ont été très bien racontés. Celui-là, il a en plus une petite dose d'overbooking qui me fait toujours plaisir dans un main event, moi. Donc du coup, je lui mets mon top. Mon flop, je vais tirer sur ambulance, mais sur le six-man tag team, enfin six-man, c'est pas six-man, 6 personnes tag team match, où comme je l'ai écrit, de toute façon, à un moment, j'ai tellement perdu le fil que je ne sais même pas comment ça s'est terminé. Donc à ce niveau-là, c'est complètement éliminatoire, je pense, comme sentiment. Et la note, c'est mon troisième PLE de l'année, donc du coup, j'essaie de me baser un peu sur ce que j'ai vu sur le Rumble et sur la TNA. Et clairement, pour moi, c'est le pire. C'est le pire parce qu'il y a beaucoup trop de lacunes. Alors, même si je peux être tolérant sur le fait que c'est un show de développement, bah, il faut quand même dire que quand c'est en dessous, quoi, je peux pas mettre une meilleure note que le Rumble et que la TNA. Donc, du coup, je vais être sympa et mettre un 2,75 parce que ça se finit bien. Mais il y a quand même moitié, voire 2 tiers du show qui sont très, très moyens, voire mauvais pour certains. Donc voilà, c'est pas du tout les takeovers qu'on avait à l'époque, mais c'était pas du tout non plus les mêmes profils de catcheurs, puisqu'à l'époque on avait comme des profils plus confirmés que ce qu'on a maintenant. Mais ça reste, il reste du boulot, quoi. C'est pour arriver à avoir un show décent à NXT. Ouais, je te rejoins. Il y a quand même plus de mauvais que de bons, hein, dans le show, hein, parce que sur 6 matchs, t'en as 4 qui sont mauvais. Alors il y en a peut-être un ou 2 qu'on peut trouver rigolo pour le compte, mais le compte n'y est pas, j'ai envie de dire. Mais bon, comme c'est la fin qui est réussie, effectivement, ça peut faire jouer la note. On peut réévaluer en fonction. Moi, de mon top, je vais le donner effectivement au match nord-américain. Très bien. Bafemi Dragon League, et voilà. Pour moi, ça c'est du bon boulot. Rien à redire, chapeau. Dans n'importe quel PLE, ça aurait fonctionné, très réussi. Et le flop, par contre, je vais faire comme toi, je vais le donner à ce 3 contre 3 là, qui était complètement ridicule, sans grand intérêt. Voilà, tous ces personnages là, voilà, ça fonctionne pas, ça sert à rien de s'acharner. Faites autre chose ou donnez-leur leur notice de sortie. Il faut du personnage, hein, sinon ça sert à rien. Puis travailler aussi, travail dans le ring, hein, quand même. On est méchant. Bon, je vais donner. C'est un show pour apprendre, donc ils doivent travailler. Hein, c'est ça. Là pour le coup, là, c'est vraiment la base. Hein. Ah, peut-être. Ouais, c'est vrai que les Italiens. Ouais, ils sont là depuis le début de 2.0, hein, quand même. Aïe. Bon, ça, des fois, ça n'avance pas, hein, c'est comme ça. Alors, la note. Moi, je serais tenté de donner. Effectivement, c'est le plus mauvais PLE que j'ai vu depuis le début. Allez, je vais être gentil, je vais donner 2.5.
Je veux dire, c'était moyen. Alors vraiment parce que ça se relève en fin de show. Hein. Mais il y a vraiment, le booking est pas bon de la plupart des matchs et en plus on doit scoltiner tous les clips et les segments qui ont rien à faire là, qui devraient être dans les weekly. Ah ouais, tiens, je baisse à 2,5 du coup parce que du coup je vais baisser à 2,25. Tu vois. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a absolument rien à faire là et je pense que ça. Ouais. Parce qu'il était pas long, hein, il faisait 2h30 le truc et on s'est quand même ennuyé quand même assez gravement quoi. Donc non, c'est pas bon, c'est un échec pour ce NXT Vengeance Day. On retirera quand même voilà les belles performances de Dragon Lee, mais bon, il a plus grand chose à prouver Dragon Lee. Hein, c'est pas. On sait que c'est un bon catcheur. Voilà, on voit qu'il y a du potentiel chez peut-être deux, Obafemi et Trick Williams, je dirais. Est-ce que toi tu vois Braun Breaker, on va dire à la limite, et encore, je suis perplexe. Oui, Braun Breaker. Braun Breaker, ce qui m'embête avec lui, je trouve, et je m'en suis rendu compte dans le Rumble. C'est qu'il il est petit en fait finalement par rapport à d'autres grands physiques du main roster et du coup son cash shoot en puissance il fait moins d'impact même si clairement c'est un mec qui s'envoie et puis qui mine de rien par rapport à son début par rapport à ses débuts où c'était le mec archi pushé et rejeté par le public, là on voit quand même qu'il a travaillé un peu, il a fait son cuir là-dessus donc il est un peu plus. On sent comme que les mois passés à NXT lui ont fait du bien à lui. Donc, j'espère comme qu'il aura une carrière, mais c'est vrai que j'ai peur que sa taille soit une limite. Mais bon, on verra. Après, si j'accepte les gars qui sont quasi confirmés, déjà comme Dragon Lee et Dragunov, c'est vrai que derrière c'est un peu plus compliqué. Obafemi a un physique intéressant, puis il avait l'air d'être un élève studieux, donc pourquoi pas. Sinon, c'est Dijak et Jogassi, comme on a dit, hein, c'est sympa, mais c'est sympa comme un Dexter Lumis, par exemple dans le main roster. C'est un mec, tu sais pas ce qu'il, avec actuellement leur gimmick, ils feront jamais rien. Hein. Ouais. Ah ouais, non, moi je pense que c'est foutu pour eux. S'ils trouvent pas le truc qui fonctionne, hein. Sinon ils monteront dans le vide. Hein. Tu vois, comme un Andrade, il a un mal de chien à se faire une place. Alors ces deux-là, je vois pas trop l'intérêt. Pareil pour alors Carmelo Hayes. Moi, je sais pas non plus. Je suis perplexe aussi. Hein. Souvent, il est brouillon dans le ring hein, quand même. Hein. Il fait des trucs spectaculaires, mais souvent, il est un petit peu à côté, puis il a l'air un petit peu dangereux hein, quand même. Ouais, je me dis que du coup, il va avec son heel turn contre Trick Williams, j'ose espérer que du coup, ça va le relancer sur un nouveau personnage, un nouveau catch, un nouveau machin, et qu'il va se prendre un an de plus à travailler. On va espérer ça, mais comme il est vraiment borderline main roster, j'ai peur qu'il fasse monter quoi. Ouais. Et dans ce cas-là, ça va stagner en milieu de carte. Hein. Ok, bon voilà. Donc c'est pas. Moi, je me vois pas un avenir très radieux avec ce NXT, hein. Mais l'avenir me donnera peut-être tort. Bon bah voilà. Écoute, on a fait le tour de ce Vengeance Day. Catch Up, c'est votre podcast qui transpire le catch. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu si vous ne l'avez pas fait, c'est sympa quand même. Et puis la petite cloche est là, vous cochez, puis vous êtes averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. Et il y en a pas mal en ce moment parce qu'on est en plein dans la route vers WrestleMania. Attendez-vous à des tonnes et des tonnes de surprises. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours plaisant de ce petit enregistrement en tête-à-tête pour des shows mineurs. Oui, on fera ça. Alors peut-être dans les commentaires, donnez-nous des idées si vous voulez qu'on aille regarder un truc ou un autre. On va continuer notre exploration du monde merveilleux du catch en s'éloignant peut-être un peu plus de la WWE là, mais je pense qu'il fallait qu'on parle quand même de ce Vengeance Day pour cette fois-ci. Voilà. Et ben pour le reste, on espère que ça vous a plu. À écouter autant que nous à enregistrer, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde merveilleux du catch. À bientôt les amis. Bye bye. Salut tout le monde.